La notion d'intimité implique déjà plusieurs présupposés qui n'ont pourtant rien d'évident. Premièrement, nous expérimentons une intériorité qui nous est propre, par opposition à une extériorité du monde. Deuxièmement, il y a une vérité, une authenticité de cette intériorité, plus vraie et plus authentique que l'extériorité, illusoire ou mensongère, du monde extérieur, au point que cette intériorité doit en être protégée et tenue secrète. Troisièmement, cette vérité intérieure peut être toutefois dévoilée, elle est communicable et partageable, elle peut être exprimée. Quatrièmement, enfin, s'il y a expression, c'est qu'il y a langage, il y a des formes ou signes qui peuvent exprimer les contenus de cette intériorité. L'expression est donc extériorisation adéquate, sous certaines conditions, d'une intériorité vraie. Bon, tout cela n'est pas évident du tout. Mais nous ne pouvons nier que c'est une expérience que nous faisons, ou plutôt que c'est sous cette forme que nous expérimentons un certain rapport à nous-mêmes et à autrui, que nous appelons intimité. On voit bien que très vite, nous en arrivons à une expérience esthétique et à la question de l'art, puisqu'il est question d'un langage expressif, de la possibilité d'exprimer ou d'extérioriser par des formes adéquates un contenu intérieur, subjectif, authentique. Ce lien entre intimité et art n'est, lui non plus, pas du tout évident et repose lui-même sur un certain nombre de présupposés que la philosophie peut trouver problématiques, mais ce lien correspond pourtant à une expérience que nous faisons, ou plutôt à la manière dont nous expérimentons et exprimons notre rapport à l'art. Dans cette expérience artistique intime, la musique joue un rôle tout particulier et semble avoir une position privilégiée. Il y a beaucoup de raisons à cela. Par une première approximation, on pourrait dire que c'est sans doute parce que la musique elle-même est le seul art qui ne semble pas avoir de forme concrète matérielle. Une œuvre musicale n'est pas un objet posé devant nous comme une œuvre plastique. Elle n'est pas une image, elle n'est pas une représentation. Plus curieusement encore, la musique a tous les caractères d'un langage expressif. Elle semble spontanément signifier quelque chose, mais on ne sait jamais quoi exactement. De même que c'est une forme qui ne produit pas d'image, c'est un langage qui ne forme pas de mots. Si nous associons une image, par exemple un paysage, à une musique, c'est nous qui surajoutons l'image. Elle n'y est pas contenue immédiatement. La preuve, c'est que ces images sont personnelles, intimes. Je me souviens d'une répétition entre un chanteur et un pianiste que je faisais travailler sur les Lieder de Schumann, sur les textes. Je les ai interrompus après le prélude et leur ai demandé quel paysage ils imaginaient pour ces premières mesures. Ils ont répondu aussitôt et en même temps. L'un a dit « c'est l'aurore », l'autre a dit « c'est le crépuscule ». Aucun des deux n'avait tort, évidemment, mais aucun des deux n'avait raison non plus. On ne parlait déjà plus de musique, mais d'eux. Donc, pas d'image dans la musique, pas de mots non plus. Si nous chantons des mots, nous surajoutons l'expression linguistique à l'expression musicale. Il suffit d'une voyelle ou d'un la pour chanter. Dans l'histoire de la musique vocale, de Monteverdi à Wagner et au-delà, les problèmes et polémiques infinis liés à l'articulation de la musique et de la poésie, liés au rapport entre musique pure et musique représentative ou musique dramatique, montrent bien que cette union musique-poésie, qui certes peut fonctionner très bien, est tout sauf une donnée immédiate, mais qu'elle est déjà un composé second entraînant des complexités supplémentaires. C'est peut-être justement en raison de ce déficit d'images et de mots que nous expérimentons la musique comme expression intime. Expression de quoi ? Spontanément, on a envie de dire d'émotions, de sentiments, d'état d'âme.
Parfois, nous pleurons à l'écoute d'une musique alors que nous étions joyeux, ou alors au contraire, nous étions tristes et une musique nous rend un peu joyeux et nous ne savons pas pourquoi. Ce sont des affects sans objet ou sans motif, et pourtant vrais, authentiques. Ou pour le dire plus précisément, nous sommes touchés par des objets ou motifs purement musicaux qui n'ont pas d'autre contenu que la musique elle-même, mais qui entrent en correspondance avec des contenus purement affectifs qui n'ont pas davantage d'objets ou de motifs. Cette vérité affective secrète, à la fois exprimable, communicable et pourtant indicible par des mots et irreprésentable par des images, c'est ce qui semble justement susciter l'intuition d'une affinité mystérieuse et profonde entre l'intimité et la musique, comme étant toutes deux à la fois des intériorités pures et une pure extériorisation ou expression. Cette intuition, je ne peux la nier et je peux même dire que, comme tout le monde, je l'expérimente sans cesse pour moi-même. Mais voilà, il y a quelque chose de contre-intuitif dans la philosophie. C'est peut-être à cause de la nécessaire remise en question systématique, dans le meilleur des cas, des présupposés toujours impliqués dans ce que nous supposons, voire des préjugés dans ce que nous jugeons ou du pressenti dans ce que nous sentons. Pour relier intuitivement musique et intimité, il faut en effet avoir déjà pressenti ou présupposé, comme je l'ai dit, que l'intériorité subjective s'oppose à l'extériorité du monde, que cette intériorité est en quelque sorte plus vraie que le monde extérieur, que cette vérité est communicable, et enfin que l'expression est expression de contenu subjectif. Remarquons au passage que ce lien intuitif ne peut pas être une preuve de sa justesse, puisque l'intuition présuppose la même chose que l'intime, à savoir qu'il y a de l'intériorité subjective, de l'immédiateté intérieure vraie. On se mord la queue. Quand je dis que la philosophie est contre-intuitive, je suis bienveillant, car si l'on regarde ce que les philosophes ont dit de la musique, on se rend compte que, le plus souvent, ils n'ont fait que reconduire cette intuition que nous avons tous, du moins à première vue. Car le problème en réalité, c'est que ce rapport entre intimité et musique n'est pas le fruit d'une intuition, mais d'une histoire double et parallèle qui appartient à la fois à l'histoire de la philosophie et à l'histoire de la musique. L'intériorité du sujet, tout comme l'expressivité de la musique, ce sont des notions qui se sont construites peu à peu. Prenons quelques exemples. Et d'abord, un certain nombre de faits qui contredisent l'idée que la musique serait par essence liée à l'intimité subjective. Tout au long de son histoire, on trouve des pratiques et des conceptions de la musique qui, au contraire, ont consisté à surmonter ou à abolir l'intériorité subjective. J'évoque évidemment tout cela trop vite et trop grossièrement. Les chants et danses dithyrambiques lors des fêtes dionysiennes grecques, les rituels magiques et musicaux chez les peuples dits primitifs, les chants d'église, les marches militaires, et jusqu'aux concerts de rock ou aux rave parties contemporaines, ce sont autant d'expressions de pratiques supra-individuelles, collectives, visant à obtenir des phénomènes de transe, en quelque sorte, qui doivent abolir la subjectivité propre. La musique sert alors non seulement à se sentir hors de soi, mais à s'oublier comme individu, pour ne faire qu'un avec le groupe, la nature ou le cosmos. Il y a bien expression, mais ce n'est pas l'expression d'une intériorité. Au contraire, on fait en sorte que l'intériorité soit submergée, envahie par de l'extériorité, que le groupe ou le monde entier rentre en nous et abolisse notre intimité en faisant exploser nos limites individuelles. Cette idée que la musique exprime non l'état d'âme, mais celui de l'univers entier, on la retrouve avec une incroyable constance à des époques très diverses. Par exemple, Pythagore et les Éléates après lui basent toute leur astronomie sur une théorie unitaire associant l'ordre cosmique et l'harmonie musicale. Le concept d'harmonie musicale du monde se développe dans toute l'école alexandrine. Les Romains s'en feront le relais, avec par exemple Cicéron qui entend mettre en concordance la musique,
le mouvement des planètes, voire même l'au-delà. Ptolémée, qui compare les différentes théories musicales à l'harmonie des sphères. Les pères de l'Église, qui font de l'harmonie universelle quasiment un dogme. Au XVIIe siècle, Kepler, qui montre que les lois musicales sont universellement présentes dans le cosmos. Aujourd'hui encore, les astrophysiciens qui travaillent sur le Big Bang, qui cherchent aussi bien à comprendre le jaillissement de la lumière que la production de ce qu'ils appellent des échos sonores cosmiques. Je voudrais m'attarder sur un philosophe qui a développé une véritable métaphysique de la musique, voire une cosmique de la musique. Je pense à Schopenhauer, dont on sait combien il a influencé Wagner. On ne résumera pas sans simplification abusive le vaste édifice du système schopenhauerien, bien sûr, mais on peut dire ceci. Schopenhauer, après Kant, distingue d'un côté le monde comme phénomène ou comme représentation, c'est-à-dire tel qu'il nous apparaît, tel que nous ne pouvons le connaître qu'à travers nos propres facultés subjectives. De l'autre, le monde en soi, tel qu'il est vraiment, mais qui nous reste absolument inconnaissable, parce que nous ne connaissons que ce qui nous apparaît, et seulement sous les formes que nous permettent de saisir nos facultés. Mais Schopenhauer transgresse la frontière de l'inconnaissable que Kant avait établie. Pour lui, pour Schopenhauer, l'en soi, le monde en soi, est volonté. Car si l'intellect ne peut connaître l'en soi, quelque chose en nous peut en avoir l'intuition, et c'est la vie même en nous. Ce que l'on peut saisir intuitivement, c'est que toute vie n'a d'autre principe que le vouloir vivre. Cette volonté universelle, cosmique, sans sujet et sans autre but qu'elle-même, se manifeste dans la représentation, mais ce faisant, elle s'objective, c'est-à-dire qu'elle se différencie en une multitude d'objets, se divise en vouloir vivre singulier, en besoin, en désir, en pulsion. Et du coup, la représentation, le monde comme représentation, est le monde de l'individuation, du devenir individu. Ainsi, le monde comme représentation, le nôtre, celui qui nous apparaît, est le lieu du conflit éternel et tragique de la volonté, du vouloir vivre avec lui-même, puisque dans la multiplicité des pulsions, elle s'oppose à elle-même avec la plus grande violence. En 2 mots. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Parce que pour Schopenhauer, l'art, et tout particulièrement la musique, peut nous affranchir de cette souffrance existentielle, parce que pour lui, la musique libère la représentation de ce qui est souffrant en elle. La musique ne représente rien. Elle exprime, selon Schopenhauer, les mouvements mêmes du monde comme volonté. Et Schopenhauer, dans son maître ouvrage, Le monde comme volonté et comme représentation, en vient à écrire ces lignes incroyables, presque délirantes, que je vous lis. La musique, qui va au-delà des idées, est complètement indépendante du monde phénoménal. Elle l'ignore absolument et pourrait en quelque sorte continuer à exister alors même que l'univers n'existerait pas. C'est pourquoi l'influence de la musique est plus puissante et plus pénétrante que celle des autres arts. Ceux-ci n'expriment que l'ombre, tandis qu'elle, la musique, parle de l'être. C'est là ce qui lui donne une si haute valeur et en fait le remède de tous nos maux. La musique exprime ce qu'il y a de métaphysique dans le monde physique, la chose en soi de chaque phénomène. En conséquence, tenez-vous bien, en conséquence, le monde pourrait être appelé une incarnation de la musique tout aussi bien qu'une incarnation de la volonté. Fin de citation. On voit bien chez Schopenhauer que l'intériorité subjective est non pas exprimée, mais abolie par la musique. Que la musique, au contraire, surmonte le principe d'individuation et concerne directement le monde entier, non comme extériorité, mais comme étant lui-même une espèce d'intériorité totale. On pourrait discuter de cette permanence de l'intériorité du monde comme volonté chez Schopenhauer, mais en tout cas, ce n'est pas l'intériorité d'un sujet. Si la musique exprime une quelconque intimité, ce n'est certainement pas la nôtre, mais celle du cosmos tout entier. Comme dit Schopenhauer, le monde vu de l'intérieur. Prenons un autre exemple éminent, celui de Hegel.
Hegel qui était, rappelons-le, le grand ennemi de Schopenhauer. Enfin, Schopenhauer s'était fait d'Hegel un ennemi. Là, il semble à première vue que la musique soit au contraire définie comme art de l'intime par excellence. Voici ce qu'écrit Hegel dans le chapitre de son Esthétique, consacré à la musique, qu'il classe parmi les arts romantiques. Pour ceux que ça intéresse, troisième partie, troisième section, chapitre 2 de l'Esthétique. 3.2. Je cite Hegel. Cette absorption complète de l'âme en elle-même, sous le rapport de l'expression extérieure comme du sentiment intime, s'accomplit dans la musique. La musique, sous ce rapport, forme le centre proprement dit de cette représentation dont le caractère particulier est d'exprimer l'âme en soi, aussi bien par la forme que par le contenu, puisque cet art exprime le sentiment intérieur et que même dans sa forme sensible, il offre encore quelque chose d'intime et d'invisible. La tâche principale de la musique consiste donc non pas à reproduire les objets réels, mais à faire résonner le moi le plus intime, sa subjectivité la plus profonde, son âme idéale. La musique est l'art dont l'âme se sert pour agir sur les âmes. Fin de citation. Pour Hegel, donc, dans la musique, l'expression esthétique devient immatérielle et se rapproche ainsi de la vie spirituelle. L'espace, dont Kant qualifiait déjà l'intuition pure de sens externe, est aboli pour que demeure seul le temps, que Kant appelait intuition pure de sens interne. Cette immatérialisation est donc une intériorisation. Dans la dialectique hegelienne, il appartient en effet à l'esprit, pour devenir conscient de lui-même, de nier ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire la matière. Mais ici, Hegel ne parle pas encore d'esprit, il parle d'âme. L'esprit est l'âme devenue consciente d'elle-même. Mais l'âme est une subjectivité seulement affective, qui se laisse envahir par le sentiment et dont l'état se modifie au gré de ce qui l'affecte par de perpétuelles variations. Pour que ces variations soient possibles, il faut que l'âme soit son contenu effectif. Hegel écrit en effet, je le cite, « Seule l'intériorité sans objet, la subjectivité abstraite, se laisse exprimer par les sons. Subjectivité abstraite qui est un moi entièrement vide, sans autre contenu. » Ainsi donc, pour Hegel, si les variations de l'âme sont possibles, c'est non seulement parce que l'espace est aboli, mais parce que le temps lui-même se réduit à une succession d'instants qui s'abolissent les uns les autres. Ce qui est étonnant, c'est que dans la musique, Hegel ne s'attache pas à la durée et à sa consistance, mais à la succession infinie des instants, comme chaque son qui émerge et s'évanouit, succession infinie conçue comme seule et fragile continuité dans l'âme. C'est parce que le moi est vide et que le temps s'abolit perpétuellement que l'âme peut être infiniment affectée par la musique. La musique s'empare de l'âme, la pénètre, la remplit et l'informe à son gré. Et c'est là que nous avons un problème. Car nous sentons peu à peu combien la notion d'intimité est fragile, alors même que Hegel fait de la musique un art de l'intime. Pourquoi ? Parce que l'âme ne possède aucune vérité intérieure. Elle n'exprime rien. En fait, c'est la musique qui remplit le vide de l'âme et lui donne ses contenus, qui ne sont en réalité que des contenus purement musicaux. À travers la musique, la seule chose que l'âme éprouve, c'est le sentiment d'une subjectivité arrachée à elle-même par la négativité du temps, par le temps qui s'abolit lui-même, qui l'affecte en son intimité, dit Hegel, puis qui la fait renaître à elle-même par cette même négativité. Un instant s'abolit, un autre naît. En réalité, pour Hegel,
Hegel, ce qu'exprime la musique, c'est le sentiment que l'homme a de sa propre existence comme sujet simplement vivant. Mais c'est une conception de la vie comme inquiétude de la temporalité elle-même, du temps lui-même qui s'abolit, dispersion dans la durée, mais aussi bien joie de renaître à chaque instant, victorieux de cette continuelle négativité que le temps exerce sur nous. Ce que Hegel nomme lui-même des rappels renouvelés à la vie. On trouvera évidemment dans de nombreuses conceptions de la musique cette espèce de vitalisme sous des formes diverses. Mais avec Hegel, nous nous retrouvons face à deux problèmes qui me semblent majeurs. Premièrement, la temporalité musicale est conçue comme succession d'instants évanescents, les sons, et donc comme un éternel présent. Comme si Hegel n'accordait pas à la musique l'une de ses qualités pourtant essentielles, la durée, c'est-à-dire une continuité du temps, irréductible à une succession d'instants séparés les uns des autres. Le deuxième problème, c'est sa conception de la musique comme pure temporalité immatérielle, exempte de tout rapport à l'espace. Remarquons dès à présent que ces deux problèmes concernent aussi bien la définition de la musique que celle de la subjectivité. D'une part, rien ne nous assure que la subjectivité de l'âme, même réduite à l'expérience esthétique, ne soit que succession d'affects se niant les uns les autres, car en effet c'est compter sans une certaine synthèse permanente liée à la mémoire, voire tout simplement à une certaine unité organique durable. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais c'est sans doute du côté de Bergson qu'on pourrait aller chercher une pensée de la durée spécifique et distincte du temps comme succession. La durée est comme l'acte qui unifie le temps dans son passage même. Elle est indivisible et continue. Elle est constitution d'une unité ou d'une multiplicité indivisible. Or, il semble y avoir une affinité profonde entre l'individuation psychologique dans la durée et l'expérience esthétique de la musique dans cette même durée. D'autre part, il est peut-être un peu rapide de la part de Hegel de refuser à la musique toute dimension spatiale et plus encore toute matérialité. C'est une conception spiritualiste qui néglige la spatialité essentielle de toute musique et le fait qu'une vibration sonore, une hauteur de son, un rythme sont tout autant pris dans l'espace que dans le temps. Il suffit d'être assis dans une salle de concert pour s'en convaincre. Je ne connais pas de musicien, pas de mélomane, pas d'acousticien ni de facteur d'instruments qui ne soit absolument convaincu que la musique est aussi fondamentalement affaire d'espace et de matérialité. Or, de même, l'idée d'une immatérialité de l'âme et de son indépendance vis-à-vis de l'espace renvoie à une conception elle-même spiritualiste de la subjectivité. Il faudrait être absolument certain que notre âme n'ait rien à voir avec la spatialité et la matérialité du corps, ce qui me semble une position à peu près intenable. On le voit, continuité et matérialité organique, comme condition non seulement du vivant, mais de la psychologie, obligent à penser différemment aussi bien l'idée d'intimité subjective que celle d'expressivité musicale. On ne dira rien ni de la subjectivité, ni de la musique, si l'on en reste à l'idée d'une expression de l'intime, sans la corriger, sans la compléter fondamentalement par ce qui fonde toute perception, toute affection et toute expression dans la durée et dans l'espace. Ce que j'ai appelé dans le titre de cette conférence l'impression de l'extime. Impression au sens d'imprimer, de porter un signe sur une surface d'inscription, de marquage dans la chair. Et extime, par opposition à intime, au sens de contenu spatio-temporel, externe, qui ne viennent pas de l'âme, mais du monde, et qui s'impriment non pas dans l'âme immatérielle, mais dans les corps vivants, et qui l'affectent et le modifient. Je voudrais prélever, parmi beaucoup d'autres possibles, un élément de réflexion pour nous aider à penser ce renversement ou ce changement de perspective.
Il s'agit de ce qui me semble être l'articulation fondamentale et indissociable de la temporalité et de la spatialité dans la musique, c'est-à-dire son émergence dans l'immanence du monde comme un agencement nouveau de temps et d'espace, comme un milieu d'espace-temps très particulier qui formerait non pas des contenus, mais pour ainsi dire des territoires sonores et rythmiques. Pourquoi parler de territoire ? Ceux qui parmi vous sont familiers de Deleuze et Guattari auront reconnu une référence à leur concept de territoire, ou plutôt à leur triade conceptuelle, territorialisation, déterritorialisation, reterritorialisation. C'est-à-dire en réalité l'ensemble des pratiques d'agencement territoriaux qui sont des manières de créer des blocs d'espace-temps sur la Terre, d'y circuler, de s'en échapper ou d'y revenir. J'aurais voulu ici ne pas faire du Deleuze et Guattari, tout le monde fait ça, mais c'est le prix à payer pour l'extrême fertilité de leur philosophie. Je voudrais seulement ici prélever sur cette philosophie un élément que je simplifie à dessein pour faire entendre ce que je veux dire sur la notion d'agencement musical et sur son expressivité. Marquer un territoire, c'est prélever un bout de terre et le délimiter. On s'approprie un bloc d'espace-temps, on y trace des frontières, des zones et des chemins, on met un peu d'ordre dans le chaos que sont l'espace et le temps indéfinis. C'est-à-dire qu'on strie le réel avec des lignes, des courbes, des couleurs, mais aussi des sons et des rythmes. Les sons sont eux-mêmes ou ont eux-mêmes des lignes, des courbes, des couleurs. Les rythmes ordonnent le temps, pas forcément régulièrement. L'irrégularité d'un rythme est aussi une forme d'agencement du temps et de l'espace. Un oiseau, par exemple, signale son territoire par les couleurs de son plumage, les mouvements de son vol, la position de son nid, les trajets selon lesquels il le quitte ou y revient, etc. Mais aussi, pour ceux qui ont une voix, pour les oiseaux chanteurs, par leur chant. Les hauteurs et le timbre des sons qu'ils produisent, leurs battements et leurs rythmes, toutes les variations et répétitions des éléments sonores qu'ils émettent, leur portée et leurs limites, tout cela forme un territoire strictement sonore qui est déjà musical. Olivier Messiaen, mais avant lui Jeannequin, Vivaldi, Gustav Mahler et bien d'autres savaient très bien que les oiseaux sont des maîtres de musique. Qu'exprime un oiseau dans un chant territorial ? Rien d'autre que le territoire lui-même. Ou plutôt, il ne pourrait rien exprimer s'il n'avait d'abord agencé un territoire. Ce n'est qu'une fois qu'il s'est territorialisé, pour ainsi dire, qu'il pourra signaler toutes sortes d'affects. Appeler et séduire une femelle, intimider les concurrents ou les prédateurs, rassurer sa couvée, annoncer un départ migratoire, etc. Pour les animaux territoriaux dont nous faisons partie, il n'y a de singularisation que prise dans un agencement territorial. Nous nous individuons par et dans le rapport que nous instaurons à un territoire lorsque nous y entrons, lorsque nous y circulons ou lorsque nous le quittons. L'art, en général, est une telle pratique territoriale. Des délimitations d'espace-temps par le tracé des surfaces et le déploiement de volumes, par des formes, des lignes, des courbes, des couleurs, mais aussi des sons et des rythmes. Il ne s'agit pas de donner forme à une matière, il s'agit au contraire de matérialiser des blocs, de prélever des singularités sur ce qui, sans cela, serait une espèce de flux continu et chaotique d'espace et de temps qui serait à devenir fou. On prélève des blocs de temps et d'espace et on les agence. Et on s'agence par rapport à eux. C'est ce que nous exprimons, c'est, comme dirait Leibniz, un site, c'est-à-dire une singularité, un milieu de singularité, un point de vue singulier que nous avons et que nous sommes sur le monde. Tout cet ensemble ou agencement de matière d'expression qui trace un territoire et qui se développe en motifs
et paysages territoriaux. Lorsqu'il est sonore ou à dominante sonore, Deleuze et Guattari l'appellent une ritournelle. C'est un tracé ou motif sonore et rythmique qui, par son mélange de répétition et de variation, c'est-à-dire par sa périodicité, différencie un intérieur d'un extérieur, définit le haut et le bas, l'avant et l'après, la différence et la répétition, bref, imprime une pulsation à la terre et forme territoire. C'est le chant de la terre de Gustav Mahler, dont Deleuze et Guattari évoquent à propos du final, je cite, « La coexistence de deux motifs, l'un mélodique évoquant les agencements de l'oiseau, l'autre rythmique, profonde respiration de la terre éternellement. » C'est dans Mille plateaux. Nous ne devons pas confondre les agencements réels avec des images ou des métaphores. Le motif mélodique de Mahler dans Le chant de la terre ne représente pas un chant d'oiseau, ni n'exprime la mélancolie de son chant nocturne. Le concept de musique à programme, de musique illustrative pour ainsi dire, où l'auditeur est prié d'entendre dans une pièce de musique l'évocation d'un moulin à eau sur une rivière vers 7 heures du matin au printemps, c'est une stupidité liée à des conventions socio-culturelles extrêmement déterminées dont ni Berlioz, ni Liszt, ni même le Beethoven de la symphonie pastorale, pourtant musique à programme, n'ont été dupes. Au lieu de cela, on songe plutôt à la remarque célèbre de Stravinsky, c'est publié dans les Chroniques de ma vie. Je cite Stravinsky. « Je considère la musique par essence impuissante à exprimer quoi que ce soit. Un sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de la nature, etc. L'expression n'a jamais été la propriété immanente de la musique. La raison d'être de celle-ci n'est d'aucune façon conditionnée par celle-là. Si, comme c'est presque toujours le cas, la musique paraît exprimer quelque chose, ce n'est qu'une illusion et non pas une réalité. C'est simplement un élément additionnel que, par une convention tacite et invétérée, nous lui avons prêté, imposé comme une étiquette, un protocole, bref, une tenue, et que par accoutumance ou inconscience, nous sommes arrivés à confondre avec son essence. » Fin de citation. Certes, on a pu accuser Stravinsky de formalisme, mais on trouverait par exemple, chez le très pragmatique Rossini, un siècle avant, le même type de déclaration. Et si l'on sait lire, on verra qu'aucun compositeur n'a sincèrement tenu d'autres discours. Cela dit, qu'un agencement en imite un autre, cela arrive fréquemment. Par exemple, la flûte ou la voix qui imite le rossignol, qui est un topos de la musique. Mais l'imitation n'est pas une représentation, c'est une capture, c'est une appropriation d'un bloc de réel. Double capture même, puisque au moment où la flûte se fait rossignol, c'est le rossignol qui devient flûte. Car tracer des territoires, y entrer, y circuler ou en sortir, c'est toujours une affaire de devenir. Ce sont évidemment des développements bien connus de la philosophie de Deleuze et Guattari, mais même sans eux, le devenir ou les devenirs sont évidemment le fond de l'affaire en musique. C'est que depuis tout à l'heure, nous disons depuis tout à l'heure des modifications de l'âme ou des impressions sur les corps, des blocs d'espace-temps et des émergences d'agencement, des variations et des périodicités, tout cela ressorti à une seule dynamique vitale, celle d'un devenir, d'une multitude de devenirs dont la musique est sans doute l'expression la plus pure, mais qui renvoie au processus même de nos individuations. Non pas révélation d'une vérité secrète de l'intime, mais passage des corps par des métamorphoses permanentes, de forme en forme, prélevées sur le chaos. Car toute individuation n'est pas une subjectivation. Pour le montrer, je voudrais prendre l'exemple de l'opéra baroque italien, à l'époque des castrats.
Alors même qu'il prétendait représenter les passions humaines, le chant italien n'a cessé de tendre à la limite du subjectif, aux frontières de l'inhumain ou du surhumain. Avec la castration, l'école italienne de chant a tendu à déshumaniser la voix pour en faire soi-disant des voix angéliques, mais en réalité pour libérer des puissances machiniques sur le modèle de l'instrument. Par la complexification de la virtuosité, l'extension du registre, la longueur du souffle, le chant a cherché à imiter les possibilités techniques des cordes ou des vents, au point que le chant s'est peu à peu dégagé des significations imposées par le livret pour atteindre à un discours purement musical. Il y a un devenir instrument du corps humain, de même qu'il y a pour ainsi dire un devenir animal de la voix dans l'imitation du rossignol, devenir instrument qui justifiait par exemple, à l'époque, l'atteinte à l'intégrité du corps par la castration. L'existence même de la figure du castrat démontre que la métamorphose musicale d'un individu n'a jamais rien à voir avec une vérité de l'homme ou l'avènement d'un sujet, mais avec une économie des puissances du corps, c'est-à-dire avec des expérimentations permanentes sur les possibilités infra- et supra-humaines de la vie. Il y a évidemment une déshumanisation à l'œuvre là-dedans. Mais toute déshumanisation n'est pas une dévitalisation. Et il arrive que la vie y trouve les conditions de son accroissement. Dans le cas du castrat et de l'esthétique musicale qu'il révèle, l'accroissement vital n'est pas d'abord du côté de la performance technique en réalité, mais du côté d'une puissance expressive, purement musicale. La preuve, c'est qu'au moment où le mécanique, le technique, prendra le pas sur l'expressif, dont l'ivresse virtuose des interprètes, eh bien, à la fin du XVIIIe siècle, c'est à ce moment-là que s'amorcera la décadence de ce chant et la nécessité de réformes profondes, entraînant jusqu'à la disparition des castrats eux-mêmes. Paradoxalement, ce qui était en réalité en germe depuis la naissance de l'opéra, la naissance du style rappresentativo, du style représentatif à Florence autour de 1600, et qui culminera à l'époque virtuose de Vivaldi et trouvera encore des prolongements jusqu'à Rossini au début du XIXe siècle. Ce qui est en réalité en germe depuis ce début, c'est l'autonomisation de l'affect par rapport au sujet qui en est affecté. La typologisation des passions, à l'œuvre chez les philosophes classiques, au XVIIe siècle, Descartes, Spinoza, trouve son pendant dans la musique. Monteverdi, par exemple, avait inventé les formes musicales de la colère, de l'ardeur et de la jalousie. Je vous renvoie au livre 7 des Madrigaux et à la préface que Monteverdi a écrite pour ce livre 7. L'opéra avait lui-même décliné les types d'affects en autant de formes d'air, d'aria. L'air de fureur, de doute, d'indignation, de deuil, de vengeance, de folie, etc. Tous ces affects formaient des agencements musicaux qui, en fin de compte, produisaient une sorte de sujet expérimental et plastique qui n'était pas exactement l'homme, mais plutôt le substrat d'un ensemble de puissances d'affecter et d'être affecté que la musique avait la charge d'effectuer. Pour terminer, je suis content de ne pas avoir été trop long, ça nous laissera un peu de temps pour les questions et pour l'échange, mais pour terminer, je voudrais évidemment en revenir à Deleuze. Deleuze n'est sans doute pas le plus grand philosophe de la musique, et même comparé à ce qu'il a écrit sur le cinéma, la littérature ou la peinture, c'est peut-être même sur la musique qu'il a écrit les choses relativement les plus faibles. Mais Deleuze est un immense penseur de la création et du devenir. Et c'est en ce sens que j'en ai besoin pour notre propos sur la musique. Vous savez peut-être que dans son livre de 1991, « Qu'est-ce que la philosophie ?», Deleuze définissait la philosophie comme activité de création de concepts, mais également il définissait l'art comme création d'affects et de percepts. Il définissait l'œuvre d'art comme, je cite, un bloc de sensations, c'est-à-dire un composé d'affects et de percepts,
capable de capturer des singularités et de les conserver. Je cite ou paraphrase Deleuze à propos des caractéristiques de ces blocs de sensations. Les affects, dit-il, sont précisément ces devenirs non humains de l'homme, comme les percepts sont les paysages non humains de la nature. Deuxièmement, les percepts ne sont plus des perceptions, ils sont indépendants d'un état de ceux qui les éprouvent. Troisièmement, les affects ne sont plus des sentiments ou affections, ils débordent la force de ceux qui passent par eux. Cela veut dire que l'art est capable d'arracher le percept aux perceptions d'objets et aux états d'un sujet percevant. L'art est capable d'arracher l'affect aux affections comme passage d'un état à un autre. Ce sont des émissions de singularité qui sont des singularités non personnelles et non individuelles qui peuvent en revanche présider, dit Deleuze, à la genèse des personnes et des individus et commander la métamorphose des choses et des objets et des sujets. Alors, certes, on n'empêchera pas un auditeur ému par une musique de faire des associations. On associe une musique à un paysage, à une couleur, à un sentiment ou à une situation. Mais c'est dans l'association, c'est-à-dire dans ce composé de signification et de communication, que l'intime se réconforte ou se venge des métamorphoses qui l'emportent à travers les territoires de l'extime. Ce sont des points de fixation ou de subjectivation ou de resubjectivation qui sont sans cesse remis en question, remis en mouvement, remis en devenir par la musique elle-même. Dans la musique, il y a toujours un moment où ce n'est plus le son qui renvoie à un paysage, à une couleur ou à un sentiment. C'est la musique elle-même qui enveloppe des territoires, des intensités et des affects proprement sonores qui lui sont parfaitement immanents. La musique, me semble-t-il, n'est jamais l'écho de notre âme, ni la confidente de notre intimité. Elle est branchée, pour ainsi dire, sur des puissances extimes qui nous traversent et nous emportent sur différentes lignes d'individuation. C'est-à-dire qu'elle n'exprime jamais de nous un état d'âme, mais imprime en nous un devenir du monde. Je vous remercie.